Bonne journée à toutes. La section de recherche de la gendarmerie de la Brigade nationale de lutte contre la criminalité corse et le GIGN ont interpellé 6 personnes dans le Valink où hier, cette opération d'envergure a été diligentée par la JIRS de Marseille dans le cadre de l'assassinat de Jean-Christophe Moki. Toutes les personnes interpellées ont été transférées sur Ajaccio afin d'être entendues à Aspreto. Rappelons que Jean-Christophe Moki avait été assassiné le 24 juin 2022 à Prupia alors qu'il se trouvait dans un établissement et ce après avoir déjà échappé à un assassinat, c'était en octobre 2021. 9 personnes avaient déjà été placées en garde à vue dans cette affaire. C'était en mai 2023. Un incendie s'est déclaré ce matin au sein de l'immeuble Le Chambord dans le quartier Loupino à Bastille. Une importante fumée s'est dégagée au premier étage. Les sapeurs-pompiers sont entrés par la boucherie située au rez-de-chaussée de l'immeuble après avoir découpé le rideau métallique. Une épaisse fumée noire a été signalée. Les soldats du feu sont entrés en action pour lutter contre les flammes. Les services de police ont bouclé le quartier pour laisser travailler les secours. On ignore pour l'instant les circonstances de cet incendie. Un homme de 87 ans parti en promenade avec son chien a fait une chute dans une zone boisée et escarpée de son village de Quans en Alta Rocca. C'était dimanche soir. Ne le voyant pas rentrer chez lui, ses proches ont alors donné l'alerte à la brigade de Santa Lucia. Le maire de la commune et les gendarmes, avec le renfort des riverains, de la famille et des secours, ont alors organisé des recherches intensives pour retrouver l'octogénaire. Ce dernier a été retrouvé sain et sauf en contrebas d'un sentier grâce aux aboiements de son chien. Les sapeurs-pompiers sont alors intervenus pour extraire l'homme en toute sécurité. Malgré le terrain difficile, l'homme a été transporté vers l'hôpital de Sarthet pour des examens de contrôle. Réunion de crise hier soir au stade Michel Moretti entre le board de la Ajaccio et ses supporters. Près de 200 personnes se sont rassemblées dans la salle de presse pour écouter les explications des dirigeants ajacciens concernant les problèmes financiers et sportifs actuels. La dette du club s'élève aujourd'hui à 7,5 millions d'euros. Selon les dirigeants, cette situation est due à une défection d'un sponsor portugais, 5 millions d'euros d'impayés, ainsi qu'à un déficit structurel de 2,5 millions d'euros. Depuis le communiqué du club concernant la vente avortée, les dirigeants affirment avoir reçu pas moins de 15 dossiers de reprise. Le directeur général, Franck Leloup, et le directeur financier se rendront dans les prochains jours à Paris pour examiner l'ensemble de ces offres. Concrètement, la Ajaccio est en danger. Il manque 3,5 millions d'euros pour boucler le budget de la saison en cours. Plusieurs pistes sont envisagées par les Ajacciens, notamment la création de Socios avec une présence au conseil d'administration. Au-delà des finances, l'aspect sportif a également été abordé, en particulier la volonté du club et de Johan Cavalli de porter plainte contre le journaliste Romain Molina suite à sa vidéo publiée dimanche après-midi a été discutée. Le comportement de certains joueurs a également été évoqué, notamment leur manque d'implication et de leur amour du maillot resté dans leur ancien club. Une nouvelle réunion aura lieu prochainement pour faire un point d'étape sur la vente du club et sur les évolutions sportives. On écoute le directeur général Franck Leloup à l'issue de cette réunion. La situation, elle est comme M. Orson l'a dit, elle est préoccupante, voire critique. Il faut que tout le monde soit uni dans cette situation difficile. Peut-être qu'on aurait dû faire cette réunion d'information plus tôt dans le temps, parce que je pense que ça permet aux supporters, voire les socios, c'est intéressant la démarche des supporters de parler de socios, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé avec les Portugais, qu'est-ce qui s'est passé avec les droits télé, comment on en est arrivé là. Je pense qu'on a donné toutes les réponses nécessaires. Au club, on essaye de donner tout ce qu'on peut pour ce club. Johan a bien résumé la chose. On fait au mieux avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. On y arrive, on tente des paris sportifs qui sont validés par la direction. Attention, que les choses soient bien claires. Là, aujourd'hui, la situation elle est préoccupante. Il faut qu'on trouve une solution dans les 3 semaines, 1 mois, parce que notre devoir, c'est aussi d'alerter notre commissaire aux comptes, ce qui est tout à fait logique. Voilà pour ce qui en est la situation. Alors, vous l'avez dit lors de cette réunion, il y a plusieurs projets de reprise pour le club, c'est ça ? Alors oui, on en est jusqu'à hier soir à 23h30. Alors ça prouve au moins que la CA attire. Je crois que c'est l'élément le plus important. On est à 15 dossiers de présentation de reprise, y compris présentation de chiffres, parce que présenter un dossier de reprise sans parler chiffres, ça veut rien dire. Donc tout le monde est au courant du montant et je peux pas me permettre d'en parler, je suis que salarié, il faut s'adresser à M. Orson, du montant que le club pourrait être cédé. C'est bien en deçà de ce qu'on peut entendre à droite à gauche. M. Orson l'a dit, on peut céder les actions pour €1 symbolique. C'est surtout assurer la pérennité du club. Surtout le club, on l'a vu, il y a beaucoup de foncier, il y a 9 hectares de
de foncier et ne pas vendre à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ça, c'est une condition suspensive. La personne qui reprendra le club, le projet, il est indissociable avec le sportif. Il n'y a rien qui sera fait si on oublie le sportif. Ça, c'est très clair. Donc là, il reste 4 mois de compétition et le budget n'est pas bouclé pour cette saison. Le budget n'est pas bouclé. Le but, c'est, on ne va pas travailler au jour le jour, mais c'est de trouver ce qu'il faut pour janvier-février, ce qui nous permet d'amener les négociations avec un repreneur. En fait, la difficulté, bien évidemment, elle est financière, mais c'est surtout si on a un repreneur qui met une somme X aujourd'hui, ça permet de bloquer différentes démarches financières et de travailler pour l'avenir du club. Situation générale de la Corse, climat tendu, besoin important de moyens financiers pour défendre les prisonniers et leurs familles. En ce début d'année 2025, la Socio Solidarita porte une analyse politique et économique sur la Corse. Une analyse qui porte aussi sur la récente prise de position de Gilles Simeone et à l'occasion de ses vœux. On écoute Thierry Cazolas, coprésident de la Socio Solidarita. Aujourd'hui, la situation n'est pas au beau fixe. Il faut savoir qu'on a encore des frais concernant des procès, concernant des gardes à vue, des prisonniers politiques qui, fort heureusement, sont dehors. Mais aujourd'hui, la Solidarité a pris en compte aussi nos frères kanaks, donc ça nécessite aussi des frais. Qui est pris en compte justement par la SOCH au jour d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est simple. Il y a tout à chacun qui se réclame de la lutte de libération nationale et surtout ceux qui ne participent pas donc à ce que d'autres personnes soient arrêtées. Les personnes qui participent à des arrestations de d'autres militants ne sont pas prises en compte. Alors plus globalement sur la situation en Corse, on sait que Nation s'est positionné sur beaucoup de dossiers, que la Socio Solidarita aussi arrive sur ces dossiers. D'aucuns sont inquiets du climat qui règne aujourd'hui en Corse aussi. Oui, tout à fait. On a un climat qui est malsain, on a un climat politique qui nous laisse pas envisager de belles choses. On a l'impression d'être retourné dans les années 80, voire pire, avec aujourd'hui une situation qui est dramatique. On l'a vu ces dernières semaines. Donc oui, la Socio Solidarita et surtout Nation est inquiète de ce qui peut se passer. Oui. Sur les vœux des différentes forces politiques en présence, y compris du côté de l'Assemblée de Corse et de l'exécutif de Corse, comment vous les avez ressentis, vécus? Écoutez, nous ne sommes pas surpris des vœux du président de l'exécutif. Il est dans sa ligne de conduite. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous surprend de l'exécutif. Et on espérait peut-être d'autres choses. On espérait peut-être des vœux un peu plus revendicatifs. En tous les cas, ce qui nous correspond. Aujourd'hui, on est passé à je vais prendre un terme qui n'est pas beau, mais je veux dire aujourd'hui, ça ressemble plus à des partis politiques français qu'autre chose. Donc nos revendications sont passées aux oubliettes. Avec 40 ans ou 50 ans de lutte, tout ça fait quand même très mal pour les gens qui à un moment donné ont participé de loin ou de près. On va pas distribuer de médailles à qui que ce soit, mais qui ont participé à un moment donné à ce que les choses aillent au beau fixe. On va reprendre l'exemple de 2014 où le FLNC prévoit pas un dépôt des armes, c'est pas un dépôt des armes qu'il a prévu, mais un arrêt de la clandestinité et voire par la suite un dépôt des armes. Ça a permis à un moment donné d'arriver au pouvoir et aujourd'hui le pouvoir aujourd'hui qui est en place ne joue pas le jeu en tout cas en ce qui concerne les revendications nationales. Alors il y a eu un nouveau gouvernement aussi. Est-ce que selon vous ça peut changer la donne? Écoutez, je sais pas. Aujourd'hui la France est en déliquescence, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, social. Je sais pas si on arrivera à sortir quelque chose de positif pour la Corse, sachant que dans pas longtemps il y a les présidentielles qui se préparent, donc chacun va jouer sa petite carte. Donc je ne pense pas, en tous les cas je l'espère, que les choses puissent à un moment donné arriver à une ouverture de paix, mais je ne pense pas que ça puisse prendre le chemin. L'URPS Médecins Libéraux de Corse apporte son soutien aux confrères de SOS Médecins d'Ayatch, aux victimes ces derniers jours d'incivilité. Les médecins insulaires et plus généralement les soignants se tiennent quotidiennement à disposition pour répondre au mieux aux besoins de la population. Nous condamnons fermement toute forme de violence à l'égard des professionnels de santé, écrit pour conclure l'URPS Médecins Libéraux de Corse. La CGT de la Méridionale et de la Corsica-Linea pose un préavis de grève de 48 heures qui pourrait prendre effet le 13 janvier prochain. Les organisations réclament un changement de cap radical de la part de leur direction, accusée de ne pas défendre, voire même de mettre en danger les emplois et les statuts en encourageant une ouverture à la concurrence. On écoute Frédéric Alpotz pour la CGT des Marins. On a reçu malheureusement des lettres de licenciement pour 2025, c'est une image bien sûr, mais puisque nos deux compagnies, plutôt que de travailler ensemble et d'aller dans le
sens de ce qu'a fait l'exécutif en défendant la délégation de service public. Aujourd'hui, créer les conditions avec le gouvernement de rentrer dans la libre concurrence des pavillons et ainsi de mettre en danger nos emplois tant sur la desserte de la Corse que sur les lignes régulières à passagers avec les pays d'Afrique du Nord qui sont essentiels pour l'emploi des deux compagnies en Corse comme sur le continent. Nos compagnies n'agissent pas contre les compagnies italiennes qui naviguent sous pavillon international alors qu'elles sont établies sur le territoire national et en contradiction donc avec la législation française. Et de la même sorte, on voit bien qu'aujourd'hui nos deux compagnies sont tentées d'engager ce même régime, d'utiliser cette libre concurrence pour soit dépavillonner, soit nous mettre devant le fait accompli qu'il n'y aurait pas d'autre solution, soit d'abandonner les lignes, soit de changer de pavillon, ce qui aurait de graves conséquences pour l'avenir de l'emploi maritime et avec la fermeture des écoles d'ailleurs. Moi j'ai jamais vu un employeur qui défend pas son entreprise mais qui au contraire cautionne les entreprises low cost qui sont en infraction, comme GNV et Corsica Ferry, mais tout ça c'est fait en entente puisqu'effectivement c'est plus grave que ça d'ailleurs parce que nous disons très clairement qu'aujourd'hui il y a une entente au niveau des directions avec les actionnaires qui défendent la libre circulation des pavillons. Bon, pour CMA CGM, c'est son modèle à l'international. Malheureusement, au niveau national, il faudrait faire autre chose. Il avait pourtant promis qu'il s'inscrirait dans le cadre des décisions de l'Assemblée de Corse. Et pour Corsica Linea, on voit bien qu'au niveau des actionnaires, il y a deux positions. Il y a une double discussion. Selon avec qui on parle au sein de l'entreprise. Et là aussi, on voit bien qu'il y a une politique d'entreprise qui est tentée d'étendre le pavillon international sur les lignes d'Afrique du Nord et au lieu de défendre la législation nationale comme elle est aujourd'hui inscrite dans les textes. Parce que l'année dernière, on a fait grève et on a obtenu que la libre circulation des pavillons sur le Transmanche ne s'étende pas à la Méditerranée. Écoutez, rapidement, si on laisse faire ça alors que les deux compagnies ont la capacité d'agir ensemble tant il y a la question du service public aussi qui n'est pas financé. La Corse demande 50 millions d'euros pour financer les DSP. À cette heure-ci, cet argent n'est toujours pas provisionné par l'État parce que le budget a été rejeté. Et à brève échéance, écoutez, dès 2025, forcément, les deux compagnies vont faire le constat que dans ce scénario-là, elles perdront de l'argent avec cette ouverture encore plus agressive de la libre circulation des pavillons. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus d'autre solution après la saison estivale que de nous rappeler pour nous présenter des plans sociaux. Chose qu'on refuse strictement. Il faut maintenant clarifier et trancher cette question de la législation. Il faut que les deux compagnies aussi agissent ensemble en véritables partenaires pour à la fois améliorer le service public et renouveler la flotte sur les lignes également d'Afrique du Nord. Il n'y a pas d'autre solution pour préserver l'emploi. Et d'ailleurs, c'est de leur responsabilité sociale et en tant que chef d'entreprise. Un avis qui est cadré avec 48 heures d'arrêt de travail, c'est quand même pas rien. On connaît l'impact, notamment en Corse, d'un tel arrêt de travail. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est des centaines d'emplois qui sont menacés. Et je le dis très clairement, y compris l'avenir et le devenir des écoles de marine comme celle de Bastia. Donc, on doit les marins doivent être au rendez-vous et faire une démonstration de force, en espérant que le pouvoir politique ramène les dirigeants à la raison et qu'on puisse trouver des solutions pour l'avenir. Sans quoi, il y aura un après 48 heures. Mais on n'en est pas encore là. En sport, c'est un match de gala que vont assister les supporters du GFC à Volley ce soir au Palatine. En effet, le Gazélec d'Ajaccio accueille Chaumont dans sa salle dans le cadre de la Coupe de France. Dans cette compétition, remportée 2 fois par le passé par les joueurs de Frédéric Ferrandez, le GFC aura l'occasion de briller face à une très belle équipe de Liga. Premier de leur championnat de Ligue B, les Diables Rouges ambitionnent, nous le savons, de retrouver l'élite. Mais ces derniers ne veulent en aucun cas négliger la Coupe de France et voudront, à n'en pas douter, réaliser un exploit aux dépens de Chaumont, actuel 2e de Liga. Pour passer ce tour face à un gros morceau, le GFCA devrait sortir le grand jeu et enflammer le Palatine. Coup d'envoi du match à 20h, ce sera donc ce soir. Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, Città d'Ajaccio a ouvert en ce début de semaine, à son initiative, une concertation préalable pour son projet de centrale photovoltaïque dans le secteur de Saint-Antoine. Cette concertation préalable vise à recueillir les témoignages, avis et idées des citoyens concernés par le projet. Toutes les personnes intéressées par le projet peuvent prendre connaissance de ce dernier sur le site internet de Città d'Ajaccio. Le dossier est également consultable en mairie à la Direction générale des services techniques. Les observations pourront ensuite être envoyées à l'adresse postale, justement à la Direction générale des services techniques.
Nous sommes le mardi 7 janvier 2025, au jour de la Saint-Raymond. Après une matinée maussade, nuageuse voire pluvieuse, le beau temps fera son retour dans l'après-midi sur notre île. Les nuages resteront la place à un beau soleil sur l'ensemble de la Corse. Le vent se renforcera dans l'après-midi, puis encore en soirée, afin d'atteindre les 110 km/h sur la région bastiaise, 100 sur le Cap Corse, 80 dans le Cortenay et en plaine orientale, 60 dans l'extrême sud et en Balagne. Le vent sera plus faible par ailleurs. Les températures sont stationnaires et assez douces. 16 degrés, ce sera le maximum à Bastille, 15 à Portivecchio, Bonivaz, Calvillisola, 14 à Ajaccio, 13 à Propia, Cervioni, 12 à Pietralba, 11 à Corti, Sartè, Prunello di Fiumorbo, 8 à Rugliano et 9 à Zicao. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Bonne mattinata et à dopo.